Les scènes de la vie bourgeoise sont un genre à la mode. Manet représente des personnages issus de la haute société à laquelle il appartient. Il y a là Berthe Morisot, l'une des rares femmes impressionnistes. À ses côtés, un peintre paysagiste, Antoine Guillemet, et une jeune violoniste, Fanny Claus. À l'arrière-plan, le filleul de Manet, Léon Lenhoff. Tous des proches du peintre. Donc on est ici en présence de 3 artistes, mais rien n'indique que ce sont des artistes. On est aussi en présence de trois membres de la bonne société parisienne. Là, en revanche, Manet nous indique qu'on est quand même dans un Paris, dans le monde contemporain, dans le monde de son temps, dans un certain milieu social. A priori, rien de scandaleux. Et pourtant, les critiques de l'époque se déchaînent. Les couleurs choquent. Berthe Morisot est accusée de laideur. Que regardent ces personnages? Dans Le Figaro, Albert Wolff compare Manet à un peintre en bâtiment. Comment en est-on arrivé là? Retour en 1863. Cette année-là, Manet veut exposer son Déjeuner sur l'herbe au Salon. Le salon, donc, c'est vraiment la tribune essentielle, le lieu d'exposition crucial et vital, si j'ose dire, pour un artiste au XIXe siècle. Ce salon est contrôlé par un jury et ces membres du jury acceptent ou refusent les propositions que soumettent les artistes. Le Déjeuner sur l'herbe est refusé. Coup de théâtre, Napoléon III décide d'ouvrir le salon des refusés en marge de l'exposition officielle. Manet peut y exposer son tableau, mais la critique est sans pitié. La réaction principale, c'est le rire, finalement. L'ouverture du salon des refusés suscite beaucoup d'effervescence et il y a un succès public assez important. Je crois qu'il y a plus de 7000 visiteurs qui vont visiter le premier jour ce salon des refusés. Donc on vient ici pour rire, en fait. Le rire, mais aussi le scandale. Cette jeune femme nue, entourée de 2 hommes habillés, soulève l'indignation générale. 2 ans plus tard, il récidive. Nous sommes en 1865. Le jury du salon accepte d'exposer Olympia. Le modèle, Victorine Meurant, y représente une demi-mondaine. Le regard d'Olympia choque et dérange parce que la jeune femme fixe le spectateur qui regarde le tableau. Elle nous renvoie finalement à notre propre position de voyeur. Hein. On est en situation d'observateur indiscret. Et puis, cette jeune femme qui est une prostituée, qui est nue devant nous, on s'attendrait à peut-être plus de pudeur, plus de retenue. Et ce regard est le regard de quelqu'un d'assuré qui semble presque mettre au défi le spectateur du tableau et qui n'est pas dénué d'une certaine dose d'insolence, voire d'effronterie. À l'époque, le nu est un art particulièrement apprécié. Cette Vénus d'Alexandre Cabanel ne nous cache rien. Et pourtant, elle est encensée par la critique. Alors pourquoi Olympia est-elle autant décriée? Pour tous les spectateurs du tableau, on est à Paris dans les années 1860. Donc il n'y a aucune mise à distance du nu par le secours de la mythologie, de la référence à un monde extérieur ou exotique. Par exemple, on a beaucoup de tableaux de femmes nues avec une telle pose, hein, qui est une pose caractéristique des odalisques. On en trouve beaucoup dans la peinture qui s'inspire de l'Orient et qui est très à la mode à partir des années 1840 en France. Donc ce qui choque, c'est que c'est un nu d'aujourd'hui. Ces 2 tableaux donnent à Manet une réputation de peintre à scandale. Lui qui espère une reconnaissance officielle devient infréquentable. Il veut sa revanche. Paris, 17e arrondissement. Rencontre avec la Britannique Juliette Wilson-Barrot, l'une des plus grandes spécialistes de Manet. Ici même, à l'angle de ces 2 rues, on venait de construire un immeuble, l'immeuble que vous voyez derrière moi. Et dans cet immeuble, on avait prévu 2 ateliers. Et les premiers 2 occupants de ces ateliers étaient d'une part un peintre resté inconnu, un certain monsieur Benneter, et d'autre part, Édouard Manet. Le balcon a été peint derrière ses fenêtres. L'atelier n'existe plus, mais
l'immeuble a conservé son atmosphère de l'époque. Bonjour. C'est très gentil de vous rencontrer. Dans l'immeuble où a vécu Manet, enfin, il n'a pas vécu ici, il a travaillé ici, comme vous travaillez. C'était la coutume à l'époque de mettre plein de bibelots, de meubles, de tapis, de créer un peu un atelier exotique. Mais lui, non, c'était pas du tout... Il était artisan, il était peintre jusqu'au bout des doigts et il ne s'occupait que de sa peinture dans son atelier. Septembre 1868, Berthe Morisot fait son entrée dans l'atelier de Manet. Elle y rejoint le peintre Antoine Guillemet et la violoniste Fanny Claus. C'est le début d'une véritable épreuve. Manet reprenait ses tableaux sans fin. Ça, toute sa vie durant, ça a été comme ça. Et nous savons donc par les radiographies à quel point il changeait ses peintures en cours de route, et notamment le balcon. Nous savons par une lettre de la maman de Berthe Morisot, qui était donc le personnage principal du balcon, que elle et les deux autres souffraient le martyre au fond, parce que Manet les faisait poser pendant des heures, jour après jour, parce qu'il n'était jamais content de sa toile. À l'origine, Fanny Claus était assise au premier plan. Manet se ravise. Il fait de Berthe Morisot son personnage principal. Pourquoi un tel changement? Élément de réponse au musée Marmottan. Une lettre de Berthe Morisot y est conservée. Elle évoque la réception du balcon. L'académicien Jean-Marie Roire appartient à la famille de Berthe Morisot. Il nous fait découvrir ce document exceptionnel. J'ai trouvé Manet le chapeau sur la tête, en soleil. Je lui trouve décidément une charmante nature qui me plaît infiniment. Ses peintures produisent comme toujours l'impression d'un fruit sauvage, ou même un peu vert. Alors bien entendu, cela ouvre des tas de perspectives sur les relations entre Berthe Morisot et Manet. Alors vous savez, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur cette question très mystérieuse. Disons-le carrément, est-ce que Manet était amoureux de Berthe Morisot? Est-ce que Berthe Morisot était amoureuse de Manet? Certainement, l'homme devait lui plaire, parce que l'homme était charmant, merveilleux, très élégant, très drôle et en même temps très artiste. Et Manet n'aurait pas peint Berthe Morisot à 10 reprises, bon, dans des tableaux fameux, s'il n'avait pas été éprouvé de la fascination pour sa beauté, son charme, et certainement, plus que sa beauté, cette force intérieure qui émane d'elle. À l'époque, Berthe Morisot débute sa carrière de peintre. Elle copie au Louvre lorsque Manet la rencontre. Elle sera l'un des plus fidèles soutiens de l'artiste et un témoin privilégié du salon de 1869. C'est une lettre assez amusante, parce que même un peu facétieuse, assez rare de la part de Berthe Morisot, qui est quelqu'un d'assez austère. Et elle prend les choses d'un ton assez amusé, elle fait une sorte de description de l'ambiance, et notamment, elle fait une description de Manet, qui est un peu tout fou, qui est un peu ahuri, et qui à la fois dénigre son tableau, et dit c'est un tableau formidable, c'est nul, enfin il hésite un peu entre les deux, et il est très excité, et bien sûr il est l'objet de sarcasmes. Et ces sarcasmes vont d'ailleurs atteindre aussi Berthe Morisot, puisqu'on dit qu'elle a l'air d'une femme fatale. Le public du salon restera insensible au charme de Berthe Morisot. Mais les critiques ne manquent pas. Ce qui frappe, c'est l'étrangeté de la scène.
En général, quand on peint un thème comme le balcon, le peintre essaie de nous faire deviner ce qui peut absorber les personnages. Quel est le spectacle de la rue qui maintient ces personnages à leur balcon en train d'observer l'extérieur. Ici, on n'a rien de tout cela. Vous voyez que chacun regarde dans une direction. Chaque personnage est muré dans un silence, dans sa propre intériorité. Ce qui est vraiment important ici, c'est que Manet refuse de nous dire pourquoi ces personnages sont là, qu'est-ce qu'ils font ensemble. Rien ne nous donne une indication de scénario, si je puis dire. On s'interroge devant le visage à peine esquissé de Fanny Claus. Vous voyez qu'en comparaison, nous avons cette hortensia dans ce pot, ce petit chien avec cette balle, qui finalement sont tout autant décrits, ou voire parfois plus décrits que certains personnages. Donc ce qui a choqué, c'est aussi cette volonté de ne pas hiérarchiser entre des éléments secondaires de la composition, des éléments du décor et des figures humaines. On s'indigne. Le verre est trop criard. Mais où Manet a-t-il été chercher cette couleur ? La vacunación contra la COVID-19. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el ambiente. No me gusta. De verdad me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Bibliothèque centrale des musées nationaux au Louvre. Geneviève Lacambre revient sur les sources d'inspiration du peintre. Ce sont des crépons très fréquents dans les ateliers dès la fin du Second Empire, ou des petits livres japonais qui ont été exportés en grand nombre après l'ouverture du Japon au commerce international, et donc à partir du début des années 1860. Et il faut s'imaginer dans le monde du Second Empire que l'intrusion de tels objets pouvait surprendre quand les livres étaient plutôt illustrés, de gravures en noir et blanc. Alors les crépons servaient dans les ateliers, celui-ci a été punaisé quelque part, on pouvait les coller au mur avec de la cire et en quelque sorte s'imprégner de ces teintes si différentes de ce que l'on connaissait à l'époque par le livre. Le Japon inspire à Manet les couleurs du balcon. Mais d'autres influences ponctuent son œuvre. La plus évidente, c'est un tableau de Goya, Les marins au balcon, qui est reproduit dans un ouvrage publié par un de ses amis, Charles Hiriart, et le tableau y est reproduit en noir et blanc, mais cela devait suffire à Manet pour inventer à son tour une composition. Manet savait voir très vite et retenir très vite. Depuis ses débuts, Manet s'inspire de l'école madrilène. En 1865, il travaille sur le thème d'une Espagnole à son balcon avec Angelina. Le balcon de 1869 va plus loin encore. Goya choisit des modèles parmi ses contemporains, Manet fera de même.
Manet représente des personnages de la vie moderne parce que c'est vraiment l'un des fondements de son esthétique. C'est vraiment pour lui l'une des sources de renouvellement de la peinture. Il faut en finir avec la restitution de grands moments de l'histoire. Il faut en finir avec l'évocation exotique ou lointaine de scènes qui nous sont éloignées. Le but de la peinture, la mission du peintre, c'est aussi de représenter ce qu'il voit. Et donc ça, c'est vraiment très très important pour Manet. Trop en avance sur son temps. Le balcon n'est pas acheté. Il rejoint l'atelier du peintre. Que va-t-il advenir de ce tableau? Quartier de la gare Saint-Lazare. Manet s'y installe en 1872. Symbole de progrès et de liberté, le chemin de fer est une source d'inspiration privilégiée pour le peintre de la vie moderne. C'est ici, rue de Saint-Pétersbourg, que l'on retrouve la trace du balcon. Voilà. Et voilà. Eh bien, nous voilà dans l'atelier de Manet. C'est magnifique. Évidemment, c'est une salle qu'il avait pris comme atelier, mais qui n'était pas conçue pour un atelier de peintre au départ. C'était conçu comme une grande salle d'escrime. Et d'ailleurs, les juges, pour les tournées d'escrime, se mettaient dans la mezzanine et regardaient par cette fenêtre. Et avait vu donc sur la salle et voyait les coups de fleuret. Et lui, quand il était dans la salle, ses coups étaient des coups de pinceau. Dans cet atelier, Manet fait poser Berthe Morisot pour une nouvelle série de portraits. Parmi eux, Berthe Morisot à l'éventail. Elle est assise sur une chaise contre un pan de mur couleur grenat, qui était la couleur sans doute de l'atelier à l'époque. Elle est assise sur une chaise, elle flirte un peu, elle a un éventail, elle lève la jambe, et tout le monde a regardé ce tableau et s'est demandé ce qu'il pouvait y avoir au bas du tableau. On voyait une chose, on se disait, est-ce que c'est un livre ouvert ou fermé, ou qu'est-ce que ça peut être? Et quand on a découvert cet espace et qu'on a vu cet atelier pour la première fois, on s'est rendu compte que ce qu'il y avait au bas du tableau, c'était cette bouche d'air chaud. Si Manet peut s'offrir le luxe d'un tel atelier, c'est qu'un événement exceptionnel a changé le cours de sa carrière. Pour la première fois, un marchand d'art s'intéresse à sa peinture. En 1872, Paul Durand-Ruel achète la moitié de ses tableaux. Étonnant, il ne s'intéresse à aucun des plus grands chefs-d'œuvre de Manet. Invendable. Le balcon reste entre les mains de l'artiste. Quand il s'est installé ici en 1872, il a évidemment ramené de la rue Guillot tous ses anciennes toiles pour les mettre ici, pour les avoir à disposition. Donc il avait des quantités de tableaux stockés, empilés les uns contre les autres. Je ne sais pas dans quel bout de l'atelier. Et c'est très étonnant de penser qu'il pouvait ainsi s'entourer de ces grands chefs-d'œuvre dont personne ne voulait. Le balcon accompagnera le peintre jusqu'à sa mort. Manet s'éteint le 30 avril 1883. École des Beaux-Arts, quelques mois plus tard. Une grande exposition posthume y est organisée. Berthe Morisot joue un rôle capital dans l'organisation de cet événement. 116 tableaux sont accrochés, l'essentiel de l'œuvre de Manet. Cet accrochage est une sorte de point d'orgue qui nous fait comprendre une question qui a été débattue de son temps et dont Manet a eu conscience, à savoir comment la postérité allait le considérer. Il souhaitait ne pas être pris en totalité, ne pas apparaître morcelé ou ne pas être découpé en pièces par la postérité, et il tenait et a témoigné devant ses amis à cette forme d'intégrité pour qu'on comprenne finalement le développement cohérent de son œuvre depuis les tout débuts jusqu'en 1882 avec un bar aux Folies Bergères.
Les détracteurs de Manet s'insurgent de voir le peintre de la modernité exposé ainsi dans le temple de l'académisme. Mais le public accourt en nombre. Pour Manet, c'est le début de la reconnaissance. Finalement, on prend conscience d'une œuvre dont certains pensaient qu'elle n'avait pas de sens, qu'elle recouvrait le néant, n'est-ce pas, que c'était quelque chose qui n'était en dehors de toute pensée, que c'était un art finalement formel, vide, et on s'aperçoit que commencent à se mettre en place des appréciations qui vont prendre du temps, mais qui vont se développer par la suite. Une semaine après la fermeture de l'exposition, les œuvres de Manet sont vendues à l'Hôtel Drouot. Gustave Caillebotte achète le balcon pour 3000 francs. Débute ensuite la rocambolesque histoire du legs Caillebotte. Retour au musée d'Orsay. Aujourd'hui, c'est un jour particulier dans la vie du musée. Réunion de la commission d'acquisition. Il est arrivé à temps pour la commission d'aujourd'hui. C'est une des premières instances pour décider si une œuvre va être acquise ou pas. Et je crois que chaque fois que nous nous réunissons pour savoir si une œuvre est digne de rentrer dans les collections nationales, on a une sorte de souvenir extrêmement présent en se disant qu'il ne faut pas refaire les erreurs qu'ont pu faire nos prédécesseurs. Et l'histoire du legs Caillebotte en lui-même est une sorte d'ombre toujours présente toujours dans ce genre de commission. Héritier d'une imposante fortune, le peintre des célèbres raboteurs de parquet s'impose rapidement comme mécène. Caillebotte, qui était donc un très grand peintre, a aussi eu un rôle très important dans l'histoire de l'art, car il a collectionné les tableaux de ses contemporains, notamment des impressionnistes, qui lui paraissaient importants et qu'il voulait voir figurer dans les musées, notamment dans le musée du Luxembourg, qui était le musée d'art moderne de l'époque, le musée des artistes vivants. Et à sa mort, son testament stipulait qu'il léguait au musée du Luxembourg cette collection, à condition qu'elle entre intégralement et qu'elle soit complètement exposée en permanence. Manet, Monet, Degas, une 60aine d'œuvres sont proposées. Mais comment exposer une telle quantité de tableaux? Comment faire entrer dans les collections nationales autant d'artistes qui font encore polémique? L'État veut faire le tri. Le frère de Caillebotte et Auguste Renoir, les exécuteurs testamentaires, s'y opposent. Un bras de fer s'engage. 2 ans plus tard, une partie de la donation avec des œuvres majeures sont rentrées dans les collections nationales. Et on peut dire que grâce au legs Caillebotte, ce sont les premiers tableaux vraiment modernes et d'avant-garde contemporain qui ont eu enfin les cimaises du musée. Reste qu'un tiers du legs est refusé. Des œuvres d'exception telles que les baigneurs de Cézanne partent aux États-Unis dans la collection du Dr Barnes. Le balcon, lui, entre enfin au musée du Luxembourg. En 1929, il intègre les collections du Louvre, puis traverse la Seine en 1986 pour devenir l'un des joyaux du musée d'Orsay. Il fascinera Matisse et Picasso. Aujourd'hui encore, les étranges personnages du tableau captivent et intriguent. Manet, ici, nous livre une composition qui frappe encore et qui reste très moderne par son étrangeté, par sa radicalité, puisque la composition est à la fois extrêmement simple, mais extrêmement travaillée. On peut trouver un écho de ce tableau dans l'œuvre de Magritte, qui en donne une version très grinçante, puisqu'il remplace chacun des personnages par des cercueils, comme si Magritte, finalement, revenait à l'une des critiques qui avait été formulée avec constance au moment où Manet expose son œuvre en 1869, c'est de faire une nature morte de personnages, c'est-à-dire de ne pas savoir donner vie et donner chair à ces personnages. Et là, Magritte, c'est comme s'il revenait en fait sur cette lecture et qu'il en donnait une mise en image, si je puis dire. En 2007, Anne Southerall réalise une œuvre vidéo qui ressuscite les personnages du balcon. Plus d'un siècle après sa création, l'œuvre de Manet reste une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Joli pied de nez pour un simple peintre en bâtiment.